Bien avant que Christophe Colomb ne mette le pied en Amérique, des marins africains avaient déjà traversé l'Atlantique. Des caves anciennes, d'énormes têtes de pierre et des preuves botaniques suggèrent que le royaume de l'Afrique de l'Ouest avait atteint le Nouveau Monde des siècles plus tôt. Mais cette histoire fut enterrée, effacée par les colonisateurs européens qui avaient besoin que le monde croie qu'ils avaient découvert des terres vides. Et si tout ce que vous aviez appris sur 1492 était un mensonge? Nous sommes en 1312 et l'Empire du Mali est l'une des civilisations les plus puissantes de la planète. S'étendant à travers l'Afrique de l'Ouest, contrôlant les commerces d'or et de sel qui alimentent les économies de Le Caire à Cordoue, le Mali n'est pas seulement riche, il est incroyablement, incompréhensiblement riche. Mansa Moussa, qui deviendra plus tard l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, n'a pas encore pris le trône. Son prédécesseur, Mansa Abou Bakari II, règne comme empereur, mais son esprit n'est pas occupé par l'or ou la conquête. Il est obsédé par une seule question brûlante qui le tient éveillé la nuit. Que se trouve-t-il au-delà du grand océan Atlantique? Il ne s'agissait pas d'une curiosité oisive. Les Maliens étaient des navigateurs experts, des constructeurs de navires qui avaient perfectionné la technologie maritime pendant des siècles. Ils construisaient des embarcations capables de transporter des tonnes de cargaison à travers des eaux traîtresses. Ils comprenaient les courants, les vents et la navigation céleste. Et Abou Bakari, entouré des plus grands esprits et des ressources de son empire, refusait d'accepter que l'Atlantique soit la limite du monde. Les historiens arabes, notamment Al-Umari, documentèrent ensuite les événements avec un grand soin. Abou Bakari rassembla une flotte de 200 navires, les chargea de provisions, d'or, d'eau et de ses meilleurs marins, et les envoya vers l'ouest, vers l'inconnu. Il leur ordonna de naviguer jusqu'à ce qu'ils trouvent terre ou qu'ils manquent de vivres. Des mois passèrent. Finalement, un seul navire revint. Le capitaine raconta que sa flotte avait rencontré un immense courant en pleine mer, si puissant qu'il engloutissait les navires. Lui seul était revenu à temps. Les autres avaient disparu. La plupart des dirigeants auraient pleuré cette perte et abandonné le rêve. Mais Abou Bakari n'était pas comme les autres. Il fit quelque chose qui stupéfia sa cour et choqua son royaume. Il abdiqua, remit le pouvoir à son neveu, Mansa Moussa, et ordonna la construction d'une flotte encore plus grande, de 2000 navires. Cette fois, il mènerait l'expédition lui-même. En 1312, Mansa Abou Bakari II prit le large dans l'océan Atlantique et disparut des pages de l'histoire africaine. Les érudits européens plus tard rejetteraient cela comme mythe, légende, les ambitions fantasmées d'un roi primitif. Mais si c'était vrai, et si l'Afrique avait atteint l'Amérique bien avant que l'Europe n'en rêve, les preuves, si l'on sait où chercher, sont stupéfiantes. Lorsque les conquistadors espagnols traversèrent l'Amérique centrale et du Sud au XVI siècle, ils trouvèrent des éléments qui ne correspondaient pas à leur récit de découverte. D'immenses têtes de pierre, certaines pesant jusqu'à 50 tonnes, sculptées par l'ancienne civilisation Olmec. Il ne s'agissait pas de sculptures abstraites ou de représentations stylisées. Elles présentaient des traits distinctement africains, nez large, lèvres pleines, cheveux texturés semblant tressés ou nattés. La ressemblance n'était pas subtile, elle était indéniable. Les Olmecs, datant de plus de 3000 ans, avaient clairement rencontré des personnes à l'apparence africaine et les avaient respectées au point de les immortaliser dans la pierre. Et ces têtes n'étaient pas isolées. Des sculptures ultérieures d'autres cultures mésoaméricaines montraient les mêmes traits, suggérant que le contact n'était pas ponctuel, mais continu sur plusieurs siècles. Les histoires orales indigènes à travers le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud racontaient des récits que les colonisateurs européens tentaient désespérément d'ignorer. Ils parlaient de visiteurs à la peau noire venant de l'océan oriental, apportant avec eux des connaissances en métallurgie, en agriculture et en commerce. Les Aztèques et les Mayas possédaient des légendes de dieux et de marchands à la peau foncée arrivés par mer bien avant les Espagnols. Même Christophe Colomb, l'homme crédité de la découverte du Nouveau Monde, écrivit dans son journal que les indigènes lui avaient parlé de commerçants noirs venus avant lui, portant des lances dont les pointes étaient faites d'un alliage métallique appelé guanine. Cet alliage était un mélange africain d'or, de cuivre et d'argent, spécifiquement de l'Afrique de l'Ouest, avec un ratio de composition identique à celui que les métallurgistes maliens produisaient depuis des siècles. Mais rien de tout cela n'importait pour les érudits européens et les historiens coloniaux. Ils avaient construit toute une identité, toute une justification pour l'esclavage et la conquête, sur le mythe selon lequel l'Afrique était primitive et que les Amériques étaient des terres vides attendant la civilisation européenne. Reconnaître que les Africains avaient traversé l'Atlantique, commercé avec des civilisations indigènes avancées et influencé le développement des cultures précolombiennes aurait détruit ce récit. Alors ils firent ce que font toujours les colonisateurs, ils réécrivirent l'histoire. Les têtes de pierre furent présentées comme des exagérations artistiques. Les histoires indigènes devinrent des mythes primitifs.
Les journaux de colons furent interprétés à tort ou déformés. Les chercheurs africains et indigènes qui tentaient de relier ces faits furent ridiculisés, privés de financement, empêchés de publier dans des revues académiques et marginalisés. La suppression était systématique et délibérée. Lorsque les prêtres espagnols arrivèrent en Amérique, ils brûlèrent des milliers de codex indigènes, des livres contenant des siècles d'histoire enregistrés. Nous ne saurons jamais ce qu'ils disaient sur les visiteurs africains car ils furent systématiquement détruits. Les arts et sculptures représentant des traits africains furent réinterprétés ou cachés. L'ensemble de l'establishment académique se mobilisa pour défendre un seul récit. La civilisation venait de l'Europe et l'Afrique n'avait rien apporté à l'histoire mondiale, hormis des corps pour le commerce des esclaves. Mais les preuves sont tenaces. Elles ne disparaissent pas simplement parce qu'elles sont gênantes. Tout au long du XX siècle, des preuves continuèrent d'émerger qu'un contact avait eu lieu entre l'Afrique et l'Amérique bien avant 1492. Les botanistes découvrirent que certaines plantes, comme la gourde ou certaines variétés de coton, apparaissaient des deux côtés de l'Atlantique des milliers d'années avant Colomb. L'analyse ADN confirma que ce n'étaient pas des mutations aléatoires. C'étaient exactement les mêmes espèces, transportées physiquement à travers l'océan. La patate douce, originaire d'Amérique du Sud, apparut en Polynésie et en Afrique des siècles avant le contact européen. Comment y est-elle arrivée? Quelqu'un l'Y a transportée par mer. Les linguistes découvrirent quelque chose d'encore plus frappant. Des mots issus des langues mandées, la famille linguistique de l'Empire du Mali, apparaissaient dans les langues indigènes des Caraïbes et d'Amérique centrale. Des mots pour l'or, le commerce, le canoë, les cultures alimentaires. Il ne s'agissait pas de simples similitudes approximatives. Ces mots étaient des cognates évidents, partageant racines et significations de manière impossible à considérer comme fortuite. Les études maritimes modernes ont fourni peut-être la preuve la plus convaincante de toutes. Les scientifiques ont cartographié les courants de l'océan Atlantique et découvert que les flux naturels pouvaient transporter un navire depuis l'Afrique de l'Ouest directement jusqu'aux côtes de l'Amérique du Sud en quelques semaines. La route était en réalité plus facile et plus rapide que celle empruntée par Colomb. Le voyage d'Abou Bakari n'était pas seulement possible, il était probable. En 1976, un historien guyanien nommé Dr Evan Van Sertima publia un livre intitulé They Came Before Columbus. Il y compilait des décennies de preuves archéologiques, botaniques, linguistiques et maritimes pour soutenir l'argument selon lequel les Africains avaient atteint et influencé les Amériques bien avant tout contact européen. L'establishment académique se retourna contre lui avec toute sa force. Les principaux historiens qualifièrent son travail de pseudoscience. Les universités refusèrent de prendre ses recherches au sérieux. Il fut accusé d'afrocentrisme, de pensée fantaisiste, d'inventer des liens inexistants. Mais Van Sertima ne recula pas. Il défendit ses preuves, pièce par pièce. Et lentement, à contre-cœur, certains chercheurs commencèrent à admettre qu'ils pourraient avoir raison. Voici ce qu'ils ne veulent toujours pas que vous compreniez pleinement. Lorsque Mansa Abou Bakari partit vers l'ouest avec 2000 navires, il ne s'agissait pas d'une mission suicide. Il suivait les mêmes courants, les mêmes routes que les pêcheurs africains connaissaient probablement depuis des générations. Lorsque sa flotte accosta, probablement quelque part sur la côte nord de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale, elle n'arriva pas en conquérant. Elle arriva en commerçant. Ils apportaient avec eux la richesse et le savoir d'un des plus grands empires du monde. Techniques avancées de métallurgie, expertise en construction navale, méthodes agricoles, outils en or et biens commerciaux. Les civilisations indigènes qu'ils rencontrèrent n'étaient pas primitives. Elles possédaient des cultures sophistiquées avec leurs propres technologies et réalisations. Lorsque ces deux mondes se rencontrèrent, ils échangèrent des connaissances. Ils commerçaient. Ils apprenaient les uns des autres. Les têtes colossales Olmèques n'étaient pas de l'art abstrait. C'étaient des portraits, des hommages à ces visiteurs africains respectés, peut-être vénérés comme des étrangers puissants ou des figures spirituelles. L'apparition soudaine de techniques améliorées de métallurgie et d'agriculture dans certaines cultures mésoaméricaines autour des années 1300 n'était pas une coïncidence. C'était le résultat d'échanges culturels avec les explorateurs maliens. Pendant des décennies, voire des siècles, il a pu exister de petites colonies africaines ou des postes commerciaux le long des côtes des Amériques, des lieux où les cultures se mélangeaient et où le savoir circulait dans les deux sens. Puis les Espagnols arrivèrent et tout changea. Lorsque les colonisateurs européens envahirent les Amériques, ils ne se contentèrent pas de conquérir les civilisations indigènes. Ils les effacèrent. Ils brûlèrent des bibliothèques, détruisirent l'art, massacrèrent des populations et réécrivirent des histoires entières. Toute preuve de la présence africaine dans les Amériques précolombiennes fut systématiquement détruite parce qu'elle menaçait le mensonge fondamental qui justifiait la colonisation, que les Africains étaient inférieurs
qui n'avaient rien apporté à la civilisation et qui n'existaient que pour être asservis. Si les Européens avaient reconnu que les Africains avaient traversé les océans, construit des empires et influencé des cultures dans le monde entier, toute la justification morale de la traite atlantique des esclaves s'effondrait. Voici donc la vérité finale et dévastatrice. L'expédition de Mansa Abou Bakari II a probablement réussi. Il y a trop de preuves, trop de liens, trop de coïncidences pour que ce soit une simple fantaisie. Quelque part dans les Amériques, des explorateurs africains ont établi des contacts, noué des relations, peut-être même construit des communautés, puis la colonisation européenne a enfoui cette histoire sous 500 ans d'effacement délibéré. Nous ne connaîtrons jamais l'étendue complète de ce qui existait parce que les preuves ont été détruites. Nous ne lirons jamais les codex décrivant ces rencontres car les prêtres espagnols les ont brûlés. Nous ne verrons jamais tout l'art qui représentait ces échanges car il a été caché ou réinterprété pour le rendre moins menaçant pour les récits coloniaux. Mais ce qui reste est suffisant pour savoir que l'histoire qu'on vous a enseignée est incomplète. Suffisant pour savoir que les Africains n'étaient pas des victimes passives attendant que le monde leur arrive. Ils étaient explorateurs, navigateurs, bâtisseurs d'empires qui traversaient les océans et façonnaient les continents. Ils ont influencé des civilisations de la Méditerranée aux Amériques. Et lorsque cette histoire devint gênante pour les colonisateurs européens, elle fut enterrée. L'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs. Elle est effacée par eux, ligne par ligne, pierre par pierre, livre par livre. Pendant des siècles, on a appris au monde que l'Afrique n'avait rien apporté à la civilisation sauf sa main-d'œuvre et ses ressources. Ce récit était un mensonge soigneusement construit pour justifier l'atrocité. La vérité est que les civilisations africaines pratiquaient le commerce transocéanique, influençaient les cultures mondiales et repoussaient les limites de la réussite humaine pendant que l'Europe traversait son âge sombre. Effacer l'histoire d'un peuple, c'est effacer son pouvoir, sa fierté, sa place dans le récit de l'humanité. Mais l'histoire effacée n'est pas morte. Elle attend simplement, enfouie sous des siècles de mensonges, prête à être déterrée par quiconque est assez courageux pour creuser. C'est pourquoi le travail de mémoire est important. Pourquoi questionner les récits officiels est important. Pourquoi refuser d'accepter la version européocentrée de l'histoire est important. Parce que quelque part en Afrique de l'Ouest, un roi a regardé l'horizon et a refusé de croire que c'était la fin. Il a construit des navires, rassemblé son peuple et a navigué vers l'inconnu. Et que son nom soit inscrit ou non dans les manuels, son voyage a eu lieu. Les preuves sont gravées dans la pierre, enracinées dans les plantes et murmurées dans les langues des peuples indigènes. L'histoire n'a pas commencé avec Colomb. Elle a commencé des siècles plus tôt, avec les voiles africaines disparaissant à l'horizon de l'Atlantique. Et cette histoire, peu importe combien on a essayé de l'enterrer, refuse de rester silencieuse.